الفلاون نصوف يسون سخمي الصحمان سليمان وقاس اما العوايد هذا كنو ثنومي الواحد القديش هسه نهيات une table ronde justement qui portera sur la citoyenneté, la liberté d'expression, éventuellement les raisons qui ont fait que nous nous sommes désengagés de la lutte. Donc, la semaine culturelle que nous avons consacrée pour le livre et la citoyenneté, donc, est une activité qui se veut premier anniversaire de la grande marche historique Nilindi du 29 juillet 2017. Mais donc la marche elle est venue suite à une série d'interdictions de cafés littéraires engagées, donc des interdictions engagées par l'administration locale. À un certain moment, l'association organisatrice SDN en l'occurrence a fait appel à la société civile pour justement faire face à ces interdictions, pour s'unir autour d'une revendication noble qui est la liberté de lire, la liberté de discuter, la liberté de promouvoir la littérature. Donc, le 22 juillet, normalement, il y avait une répression féroce d'un café littéraire que devait animer Ramadan Hacheb. Il y avait donc une impulsion policière à l'intérieur même de cette salle et nous avions reçu des coups de matraque. Donc, une semaine après, nous avions décidé d'organiser une marche qui se veut historique, vu le nombre de personnes qui ont adhéré, qui sont venues de tous les horizons. Donc des écrivains, des artistes, nous avions eu du soutien à travers le monde. Donc notre diaspora à l'étranger, s'il y en a des messages de soutien, ce qui nous a encouragés à aller de l'avant, à faire en sorte que nous soyons à l'avant-garde justement de la lutte. Et ça, donc, nous concocté le programme et qui commence le 21 juillet en cours avec une conférence de Armand Vial qui a été interdit lui aussi un certain 8 juillet 2017. Donc, l'engagement du comité citoyen, il indique de réinviter tout ce qui était interdit, donc dans la même démarche, justement, donc la première journée, c'était avec la conférence avec Armand Vial. Ensuite, la deuxième activité, c'est cette table ronde qui a pour thème citoyenneté, liberté d'expression. Donc, la veillée musicale, poétique, le samedi, on va clôturer nos activités, c'est la conférence avec M. Youssef Qassimi. On va débattre justement les mécanismes internationaux de défense des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Donc, ces activités, donc, il y a des activités une exposition vente de livres avec la librairie Chir, que nous remercions au passage pour avoir répondu à notre appel, à notre invitation. Donc voilà en gros la semaine culturelle, l'objectif de notre rencontre. Donc je souhaite que nos invités, mes parents, Anne Sophie Soun, donc et pour clarifier encore des choses.
دونك بلا ما عطنا عوال في اللون يمي خلك بغاني تهضر يسعد عوال محمد que vous connaissez tous auteur poète pour présenter nos invités et modérer justement la séance. Mohamed Awal Degdeg. Merci Kermoulou. نشوف شي سؤال ما بلاش الصوت الصوت دونك كدنا مرحبا سي سوان والى بقى نشرح مليح لاسوسياسيون زداي لي ممبر الناس لي ممبر دو بيرو ceux qui activent et les bénévoles, les volontaires, parce que maintenir cette activité, ça demande beaucoup d'énergie. أكثر من أصحاب وزداي ومرحبا المرة إلى كيدي وسام مرحبا سيدي اليوم. Donc je vais tenter d'introduire un peu la thématique du jour avant de vous présenter nos invités et qu'ils puissent intervenir chacun. Donc la table ronde d'aujourd'hui porte sur la citoyenneté et la liberté d'expression. Donc pour introduire, selon le philosophe Kant, la dignité fait que la personne humaine ne doit jamais être considérée comme un moyen, mais comme une fin en soi. Aussi, il est de notre devoir, et c'est tout notre combat, en tant que penseur, écrivain, artiste, homme de droit ou d'action, de toujours se reposer cette question centrale, de toujours ramener l'homme au centre de notre réflexion et de notre action. Depuis les événements de juillet 2017 qui a vu la société civile d'Aoukhas à travers son collectif citoyen qui a regroupé les associations, les partis politiques, les artistes et écrivains, ainsi que des personnalités venues de tous bords et de toutes les régions du pays, se dresser pour se réapproprier une part de sa citoyenneté à travers la liberté d'expression et de réunion du café littéraire, et après la grandiose marche du 29 juillet qui nous a permis de reconquérir le droit d'organiser nos cafés littéraires et autres manifestations artistiques sans autorisation administrative. Le mouvement citoyen d'Aoukhas se cherche pour reconquérir la totalité de ses droits citoyens. Bien sûr qu'à chaque victoire, nous croyons être sur le bon chemin, mais la réalité est toujours plus compliquée. Ainsi, le principe déclaratif ne s'est pas étendu partout dans le pays, comme prévu, puisque des interdictions subsistent, mais aussi, fait plus grave, des personnes ayant exprimé une opinion ou un avis ou simplement transmis une information continuent à se faire arrêter à travers le pays. Des arrestations et des condamnations à de lourdes peines sont prononcées pour des délits d'opinion et autres expressions de la liberté citoyenne. L'actualité est marquée par le cas du blogueur Merzouq Touati, détenu depuis plus d'une année en grève de la faim depuis une quinzaine de jours, et l'arrestation du militant Salim Yaza, présenté aujourd'hui même devant le tribunal de Ghardaya pour cause d'exercice de sa citoyenneté. Aussi, la problématique du débat s'orientera automatiquement vers ces cas réels en passant sûrement par des questionnements plus théoriques que nos invités développeront pour éclairer et asseoir notre démarche citoyenne dans sa globalité. Parce que la citoyenneté se glisse partout aujourd'hui. Tout acte a une dimension sociale et civique. La citoyenneté déborde partout, à l'école, dans l'entreprise, dans tout espace. Cette table ronde aurait dû être permanente pour expliciter à chaque fois notre citoyenneté face aux effets destructeurs d'un système qui sème la soumission quand ce n'est pas la mort et la désolation dans les esprits de nos concitoyens. La citoyenneté, dans son acceptation universelle, a certes un sens juridique, mais elle est produit de construction politique. Donc c'est à travers la conjugaison des droits et des devoirs civils, politiques et sociaux et culturels que le rôle du citoyen se définit. La citoyenneté implique donc une appartenance à une communauté politique au sens de la cité, qui n'est pas la nationalité. C'est elle qui génère ce lien social fondé sur le politique et non sur l'appartenance ethnique, religieuse ou autre. Si de nombreux citoyens expriment aujourd'hui leur méfiance par rapport aux politiques, ils sont de plus en plus nombreux à s'engager et à se socialiser en tant que citoyens sous d'autres modes, s'exprimant par des actions de solidarité ou de sensibilisation à l'une ou l'autre cause. Sur ce,
Je vais vous présenter nos invités et leur donner la parole pour s'exprimer chacun sur un point en rapport avec la liberté d'expression et la citoyenneté. Donc nous avons parmi nous des juristes, Maître Omar Bakouri, Maître Moussaoui Ali, des écrivains, M. Yassine Bachir, il y en a même dans la salle, de la Ligue des droits de l'homme, M. Salhin et Hussein, M. Bouaïch Mahrouz, professeur de philosophie, M. Achouridi, syndicaliste, et Hamou Aïdali, citoyen, militant de la commune. Et peut-être qu'il y aura d'autres qui arriveront tout à l'heure. Donc, pour nos invités dans la salle, vous avez un public de choix. Nous avons des juristes, des écrivains, des militants de toutes tendances, des citoyens, de simples citoyens qui s'engagent quotidiennement. Donc, on va vous donner la parole, je ne sais pas combien de temps, de 5 à 10 minutes pour commencer, pour exprimer un peu votre vision. Et ensuite, on reviendra avec des questions, soit du public, soit de nous-mêmes. On pourra poser des questions. Donc, le premier à qui on donnera la parole, Maître Bakouri, à mes côtés. Merci. Merci donc d'abord pour cette invitation. Je ne sais pas si je mérite vraiment d'être là devant. Oui, effectivement, je m'arrête très. À qui nous allons nous adresser, dans certaines catégories sociales, des médecins, des enseignants, bien sûr, des avocats avec nous. L'essentiel, c'est que les gens, et le plus important, c'est qu'ils et plus important encore, je pense au sein de Hadar. Moi, j'ai comme pour l'habitude, de temps en temps, comme ça, quand j'interviens, mais l'essentiel, parce que nous, كشعب يعني نلوز نفوذ الهضره. Est-ce que quelque chose a tout de suite attiré mon attention, bon, comme tout le monde je suppose, la liberté d'expression est un droit fondamental et aussi adressé à Ouqas, land of the free man. وإذا كنت سينا l'anglais, à Ouqas, ثمورث voilà, donc terre des hommes libres effectivement. C'est très important de mettre en filigrane pour bien la souligner, parce que citoyenneté et liberté d'expression, je pense qu'on a choisi aujourd'hui d'associer à la citoyenneté un petit aspect on va parler effectivement de la liberté d'expression. Je pense que la liberté d'expression est un des aspects les plus importants, parce que quand on ne s'exprime pas, on ne peut pas se battre, on ne peut pas lutter, on ne peut pas demander des droits. Parce qu'il dit aussi liberté, la liberté sans les droits, ça ne sert à rien. Donc d'abord les droits. Liberté d'expression, et toutes les autres libertés d'ailleurs, font partie d'un truc beaucoup plus global, c'est les droits humains. Les droits de l'homme. Il faudra savoir, les droits de l'homme, c'est aussi les droits de la femme. Mais on dit, je préfère pour ma part utiliser l'expression les droits humains, comme ça englobe effectivement, parce qu'il y a effectivement des droits spécifiques à la femme et la reine. Je ne sais pas si on a fait exprès ou là, mais dans le 26 août prochain, le monde, je dis le monde, va célébrer les 238e année de la naissance de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, qui, comme vous le savez certainement, est née en France, à la faveur de la révolution bourgeoise en France,
quand je dis révolution bourgeoise, il faut remettre tout ça dans le contexte. À l'époque, c'était l'étape historique la plus avancée. La bourgeoisie venait de vaincre la féodalité. Le socialisme viendra plus tard. Donc, c'était déjà en 1789. Par la suite, en France, bien sûr, ce n'était pas une fin en soi de prendre une déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen en France, mais ça veut dire qu'il y avait une élite là-bas qui réfléchissait, entre autres Voltaire, qui, par exemple, à qui on attribue la fameuse citation « Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai pour que vous ayez le droit de le dire. » Remarquez la hauteur, la tolérance. Parce que je crois, et d'ailleurs, je pense que c'est une maxime peut-être qui nous fait entrer de plein pied dans ce qu'on appelle la citoyenneté, effectivement. La citoyenneté, c'est comme tout. Mais bon, terre à terre, ça englobe aussi des droits, des devoirs et la règle. Donc, je pense que pour revenir en Algérie, imaginez 2 siècles presque et demi après que des peuples aient pensé à donner des droits, des libertés, etc. à leurs citoyens, مازال يرنخي الله تجمع في الخير زمرا دينير باللي j'assume bien sûr il y a même un recul. Je peux dire que il y a eu cette volonté d'aller de l'avant vers 1988 avec les mouvements sociaux et avec le pluralisme, etc. Mais les pouvoirs qui se sont succédés par la suite ont tout fait de museler. Ils ont tout fait pour que ça n'aille pas plus que cela. Des ministres de l'époque avaient dit bon, la récréation est terminée, le chahut est terminé, il a fait. Le problème c'était celui-là. Pourquoi quand on a dit bon, d'accord pour le pluralisme politique, d'accord pour le mouvement associatif, il a fait, pourquoi aujourd'hui je prends l'exemple, cet exemple vivant, effectivement, j'ai suivi les activités du café littéraire d'Aoukas, comme celui de Bougie, etc., dont des nahdara. Bon, c'est pas une excuse pour dire que bon, non, mais j'ai suivi même les activités de celui de Bousgan aussi, qui a eu beaucoup de problèmes d'avenir à cause de ça. Donc, on tolère n'importe quoi, des parallèles malheureux qu'il faut faire. Le au sein des forces de police pour empêcher qu'un homme de culture, tout ce qu'il y a de plus pacifique, alors que son livre Zrant me donne 40, etc., ou sein pour l'empêcher de dire son opinion, et surtout pour l'empêcher, parce qu'on ne peut plus l'empêcher de dire classe, tout ça est dans sa tête, on ne peut rien faire contre lui. On veut l'empêcher de transmettre, voilà, des chiffres. On veut empêcher que les gens n'écoutent pas, n'apprennent pas, ne réfléchissent pas. Il y a eu des gens qui coupaient les routes un peu partout et aucun policier n'est allé empêcher que ces routes soient faites, faire en sorte que les routes soient ouvertes. Donc c'est un peu tout ça. M. Hassani, il a donné des cas. Bon, il y a un cas effectivement aujourd'hui, un exemple frappant. Le cas du blogueur Merzoug Touati, qui est malheureusement aujourd'hui incarcéré
pour 7 ans, 7 ans de prison pour avoir effectivement voulu s'exprimer. Il a voulu s'exprimer. Et beaucoup de cas, donc la liberté d'expression est-elle aujourd'hui menacée dans notre pays? Moi je dis, j'oserais dire que oui. Cela veut dire qu'il faudra encore se battre. Quelqu'un aussi disait la liberté, ça s'arrache, ça se mérite, ça a un prix, et il faut payer ce prix. Voilà à peu près, on attend de revenir après. Merci, Maître Bakouri, Omar. Donc, on va donner la parole à Maître Moussaoui, il va compléter, puisqu'on va rester dans Ça fait plaisir de retrouver les lieux. Que j'ai reçu mes premiers cours de militantisme, de combat identitaire, ça fait plaisir de me retrouver encore dans cette maison. D'ailleurs, قرأت مازال في 94. d'ailleurs عيد حفظته عيد المثل بزاف الحوايج. شو كان سينا المولود قال لك كان ثليت 94 كنت امريكا ساعتها امريكا بصحه ساعه معليش juste pour rigoler. La citoyenneté et la liberté d'expression. Bon, je pense que la citoyenneté c'est un concept beaucoup plus politique quoi. Donc là nous y a qui pourront mieux l'expliquer, développer. D'ailleurs, je vais me baser sur beaucoup plus l'aspect juridique. Et bien sûr, la citoyenneté aussi, c'est une des composantes du lien social. Et évidemment, avec l'égalité des droits associés. Malèche, la citoyenneté n'a encore plus l'aspect juridique. La liberté d'expression. Avant 2012, nous avons une loi sur l'information, parce que quand on parle de la liberté d'expression, on parle de la liberté de la presse. Nous avons une loi par rapport au Mondara, par rapport aux autres pays, l'extrême droit qui consacre la liberté de presse, d'expression, ainsi de suite. Du coup, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé en 2012. Avril, je pense, le président de la République, il vient à la télé, il a annoncé un atelier de réforme politique. C'est réforme politique. On va réformer la loi sur l'information, sur les associations, sur les élections. Indirectement, c'est une reconnaissance, enfin directement, pas directement, c'est une reconnaissance que les anciennes lois n'étaient pas des lois démocratiques. C'est une reconnaissance officielle, bien que au moins avant, les anciennes lois. Le président de la République reconnaît officiellement que les anciennes lois n'étaient pas des lois démocratiques, donc il faut les réformer. Et oui, la 1205 sur l'information. Et quand il a Omar Maître Bakouri, c'est vrai que c'est un recul, je le confirme, c'est un recul. Cette loi, elle a exprimé encore plus, beaucoup de restrictions dans la liberté d'expression et la liberté de la presse. Et oui, d'un article, bien que un législateur est très très intelligent dans la formulation. Et il laisse comme ça, il donne comme ça des concepts, des concepts juridiques, mais susceptibles vraiment à une interprétation incroyable. C'est-à-dire que c'est un labo quand même composé d'éminents juristes. C'est pas n'importe qui fait ces lois, je vous le dis, hein, détrompez-vous, c'est voulu, c'est bien voulu. C'est des éminents juristes, c'est un labo bien ficelé, quoi. Donc, c'est des lois bien concoctées, bien réfléchies. Et oui, la loi sur l'information, il ne fait pas apparaître, il ne fait pas apparaître des fois des concepts, des mots
d'interdiction. C'est voulu, mais c'est des interdictions, c'est des restrictions. C'est-à-dire, devant l'article 2, l'information est une activité librement exercée dans le cadre des dispositions de la présente loi organique, de la législation, de la réglementation en vigueur et dans le respect de points. Ou le mot qui une interdiction. Dans le respect de points, mais il a exprimé des restrictions, des interdictions. Achat des néoxar. Il y a un concept, la constitution des lois de la République Khalina. La religion musulmane et les autres religions, il a consacré déjà la loi de 2006, et il a vraiment consacré cette liberté de culte. La loi de 2006, il a bafoué la liberté de culte, et il a fait une différence flagrante entre les religions. Donc, du coup, il n'a pas consacré cette liberté. Mais allez, ce qui m'intéresse beaucoup plus, de la souveraineté nationale et l'unité nationale. La souveraineté nationale, c'est un concept vague. On va tout ce que vous faites, et vous l'interprétez à leur guise. Et vous dites, oui, ah, ça touche à la souveraineté nationale. C'est pour ça, il est intelligent dans la formulation, le législateur. Il dit qu'il y a un concept, la souveraineté, dans le respect de la souveraineté nationale et l'unité nationale. Les exigences de la sécurité de la défense nationale, les exigences de l'ordre public. Les exigences, des choses, les exigences de l'ordre public, on a des mal. On journaliste, susceptible à l'interprétation. C'est voulu. Dans le but de le condamner, ça touche à l'ordre public. La loi l'interdit. Ça touche à la souveraineté nationale. La loi l'interdit. Autre chose, cette loi, ce qu'on appelle la création, il a voulu imiter l'Occident, enfin les pays de droit. Et oui, ce qu'on appelle un organe régulateur de la presse audiovisuelle, écrite, ainsi de suite. Cet organe régulateur, quelque chose comme ça, il est censé être indépendante. C'est-à-dire indépendante. Ses membres ne sont pas désignés. À un certain temps, le président je suis mélodie, le RND, c'est vraiment flagrant, c'est vraiment aïb. C'est la majorité de ces membres de cet organe régulateur sont désignés par le pouvoir exécutif. Il est où? Comment peut-on assurer, veiller sur la liberté d'expression, protéger le journaliste, La majorité de ces membres sont désignés par le pouvoir exécutif. Autre chose, il s'est penché sur la chaîne thématique. Ouais. Les chaînes privées, mais c'est des chaînes thématiques. Pourquoi thématiques? Pour la canaliser, pour mieux la maîtriser. تقدر فيك تذكر عشان تقدر فيك تقدر في زواكا تhématique. C'est ça موضوعية la chaîne thématique. C'est dans cet objectif. La preuve, il y avait la chaîne Atlas بالعاد on va du coup, même si loi sur la quête, voilà, quand je vais essayer de diriger un peu le chef notre pouvoir en Algérie, ils ont fait une distinction pareille du pouvoir entre le pouvoir réel et le pouvoir apparent. Le pouvoir réel, il est occulte. Le pouvoir apparent, c'est les ministres, c'est le président de la République, c'est les autorités locales, c'est le pouvoir. Et le réel, il est occulte. Ils ont fait la même distinction dans ce qui m'intéresse, dans le droit. Parlons de ces lois. Ils ont fait la même distinction dans le droit. Il y a un droit réel, il y a un droit de fait, en fait. Il y a un droit formel. C'est le droit réel. Le droit réel, c'est les lois internes qui sont appliquées quotidiennement sur les citoyens, subissent leurs restrictions, leurs interdictions. C'est le droit réel. Le droit virtuel, formel, si les conventions internationales par rapport au pays, c'est pas sans virtuel par rapport aux autres, par rapport à nous.
C'est les conventions internationales, c'est la Constitution, les traités internationaux. Oui, la majorité, la majorité a ratifié la majorité des conventions internationales. Il les a ratifiées. Mais bien fois il a mis une réserve. Sinon, il a ratifié toutes. التعذيب، التورتور، la protection de l'enfant, il a ratifié toutes les conventions internationales. Ces conventions internationales, les lois internes de l'Algérie, internes du pays, sont normalement doivent être conformes à ces traités, à ces conventions internationales. Parce que dans la hiérarchie pour les juristes, la hiérarchie des lois, c'est le traité international, la convention internationale qui est مزوار. وبعد ça c'est la Constitution. On va pas acheter cette loi interne. Cette loi interne, elle doit être conforme à la Constitution et également à la Convention internationale. Si cette loi interne est contraire à l'Ahd الدولي للحقوق السياسية والمدنية, la première et la deuxième génération par exemple de droits de l'homme, ça veut dire que ce n'est pas une loi démocratique, ce n'est pas une loi moutsahara quoi. Il est contraire à une convention internationale que l'Algérie elle-même a ratifiée. Vous voyez? C'est-à-dire que notre méthaïe, il est contraire à la majorité de ces articles à ces conventions internationales. Je dis que ça et ça ne dérange pas de les appliquer. Des fois, nous, ça m'est arrivé une fois dans une danse, je plaidais pour les réfugiés, j'ai essayé de faire valoir la Convention de Genève, sur les demandeurs d'asile, parce qu'il a été poursuivi pour résidence illégale. J'ai essayé de faire valoir la Convention de Genève, je l'ai plaidé, vous voyez, c'est un demandeur d'asile, j'ai essayé d'expliquer, bien que cette Convention de Genève, l'Algérie l'a ratifiée, l'Algérie a ratifié cette Convention de Genève. J'ai dit le juge pénal. دخلنا استاذ الاتفاقيات هذه جنيف قال العقوبات j'ai essayé quand même, j'étais calme, j'ai essayé de lui expliquer قال العقوبات c'est une loi interne cette رئيس القانون العقوبات هذا il doit être conforme à cette convention de Genève, il ne devrait pas être contraire à cette loi. Mais قال العقوبات bien que la loi ne devrait pas être appliquée motivé le jugement, il pouvait facilement le motiver par la Convention internationale parce que ça a également, l'article qui condamne ce subsahariat de côté. Mais bon, on va laisser pour le débat de Naouma, c'est encore mieux. Puis également donner la parole à pour les éclaircissements. Donc, il faudra noter les questions, parce qu'on passe des juristes à d'autres visions syndicalistes. On va continuer avec le droit, toujours avec la ligne des droits, non? Ah, il y a M. Serpent, vous écoute. Ok. Qu'est-ce que vous vice-président de la Ligue algérienne des droits de l'homme. فسواء غادي تنمية النوكلير تنمية العرض Alors, juste par rapport à la thématique, moi je voudrais vraiment souligner justement la pertinence du choix de la thématique en elle-même, citoyenneté et liberté d'expression. Je pense que c'est un choix pertinent. Le fait de lier la citoyenneté et la liberté d'expression, parce qu'il y a une question fondamentale qui se pose, est-ce qu'il peut y avoir de citoyenneté sans liberté d'expression? Est-ce qu'il peut y avoir de liberté d'expression sans la citoyenneté? Donc le choix de la liberté d'expression, je pense que c'est aussi un choix pertinent, parce que pour nous, la liberté d'expression c'est un droit fondamental, puisqu'un droit fondamental, c'est la mère des libertés. C'est immense, parce que si on ne peut pas s'exprimer, on ne peut pas exercer d'autres droits, on ne peut pas accéder à d'autres droits. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on dit que c'est la mère des libertés. Mais seulement, la liberté d'expression, on ne peut pas l'exercer. Il est lié aussi à d'autres droits fondamentaux, notamment la liberté de conscience et la liberté d'opinion. Si on n'a pas le droit d'émettre une opinion, on ne peut pas aussi, même si on a la liberté d'expression, on ne peut pas réellement l'exercer
C'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense que le choix de lier les droits, c'est aussi un choix qui doit peser aussi dans cette thématique. Et est-ce que le problème fondamental, où on est en train de célébrer une année de la marche historique, je dirais d'une victoire, une victoire qui a été arrachée grâce à la résistance, grâce à la lutte, mais aussi grâce à la solidarité de la société civile, des citoyens. C'est un fait marqueur de la région, mais pas seulement de Aucas, mais de toute la région, parce que ce qui s'est passé à Aucas a quand même fait des émulations ailleurs. Mais Noura, ça fait une année après, aujourd'hui, qu'en est-il des réalités? Qu'en est-il de ces droits? Qu'en est-il de la liberté d'expression? Qu'en est-il de la liberté d'opinion? Qui est le noyau dur des droits de l'homme, qui est la mère des libertés, qui est des droits fondamentaux. Aujourd'hui, pas seulement la liberté d'expression qui est menacée en Algérie, même la liberté d'expression, même la liberté d'opinion, et encore la liberté de conscience. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a même pas le droit de réfléchir comme on le veut. On n'a même pas le droit d'avoir une opinion, d'émettre une opinion contradictoire, et la tendance générale, même dans la société. Parce qu'il faut dire aussi la vérité, les droits de l'homme, ce n'est pas seulement une affaire du pouvoir, mais aussi une affaire de la société. Et concernant ces libertés, concernant la liberté de conscience, la liberté d'opinion, parfois les freins, on les retrouve dans la société elle-même. C'est pour ça qu'il ne faut pas perdre aussi ce point de vue de la société. Et je pense, ce qui se fait aujourd'hui, aujourd'hui il y a une dynamique qui s'est créée grâce, justement, il faut le souligner, grâce à ce qui s'est fait avec Aucas, il y a eu une lampe de fond qui s'est lancée, la création, l'éclosion de beaucoup d'espaces de liberté partout, partout dans la région, il y a eu des cafés qui se sont créés dans ce sillage, en fin de compte, pourquoi? Pour libérer la parole. Pour libérer la parole, pas seulement la parole, parce que la parole, on peut dire n'importe quoi, on peut avoir la liberté d'expression, mais ce qui est important aujourd'hui, c'est la parole contradictoire. C'est le libre débat. Et c'est ça le fond du problème aujourd'hui. Parce que la parole, les gens adorent. Mais il y a des les gens disent. Parfois, ils disent n'importe quoi. Mais le problème de fond, c'est justement la parole sensée, la parole responsable, la parole qui touche les fondements d'un changement positif dans la société. Et c'est ça aujourd'hui qui pose beaucoup de problèmes. Et c'est ça aujourd'hui, à mon avis, le moteur de toute notre lutte. Et la liberté d'expression, c'est toute forme d'expression aussi, pas seulement la parole. C'est la parole, c'est l'écrit, c'est la réflexion, c'est la chanson, c'est le livre, toute forme d'expression. Et aujourd'hui, les interdictions, les menaces, les freins ne touchent pas seulement la parole. Ils touchent toute forme d'expression. On a eu des blogueurs arrêtés, on a eu des chanteurs harcelés, on a eu des journalistes arrêtés, on a eu des écrivains harcelés. Donc toute forme d'expression libre, aujourd'hui, est mise en difficulté, est harcelée, est encerclée. Et aujourd'hui, justement, si on parle de la liberté d'expression, cette liberté d'expression, aujourd'hui, permet ce que j'appelle l'intersectionnalité des luttes. Et c'est ce qui se fait aujourd'hui. Tout ce panel-là, c'est un panel, on partage plusieurs préoccupations. Des avocats, des juristes, des syndicalistes, des militants politiques, des militants de la société civile. C'est le défi d'aujourd'hui, justement, de mettre en connexion tout ce beau monde-là, d'assurer cette intersectionnalité de lutte. Parce qu'aujourd'hui, un écrivain ne peut pas avancer, un chanteur ne peut pas avancer, un blogueur ne peut pas avancer. D'où aujourd'hui, ce qui nous pousse aujourd'hui à dire que la liberté d'expression est un combat générateur, un combat transversal, un combat de société. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la liberté d'expression, c'est un combat qui doit intéresser tout le monde. Et si on le lie à la citoyenneté, encore, je reviens à la citoyenneté, parce qu'en fin de compte, c'est quoi la citoyenneté? Pour moi, la citoyenneté, pour simplifier, c'est la participation. C'est la participation. C'est la participation dans la gestion des affaires de la cité, mais pas seulement dans la gestion des affaires de la cité, dans la réflexion, dans les débats, dans toute opinion qui concerne la cité, qui concerne la chose publique. Aujourd'hui,
je pense, si on ne peut pas s'exprimer, on ne peut pas participer. Si on ne peut pas émettre une opinion, si on ne peut pas avoir une liberté de conscience, on ne peut pas participer. Et vous allez voir, cette question intéresse tout le monde. Et cette question, malheureusement, implique tout le monde. Et aujourd'hui, elle pose problème. Quand on parle de la liberté d'expression, vous allez voir, les libertés religieuses, les minorités, les chrétiens, tout le monde aujourd'hui est assolé. Tout le monde aujourd'hui est persécuté du fait que, aujourd'hui, la liberté d'expression, la liberté d'opinion et la liberté de conscience aujourd'hui est mise à mal. Et c'est le danger aujourd'hui parce que je parle aujourd'hui des libertés fondamentales. Je parle aujourd'hui du dernier carré des libertés. Et si je parle aujourd'hui, je dis que le dernier carré des libertés est menacé, on est en danger. Aujourd'hui, on est acculé dans nos retranchements. Quand vous arrivez à voir des blogueurs qui n'arrivent même pas à exprimer une pensée, une opinion libre avec Facebook, on est en situation de liberté. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je dis, on n'a pas seulement régressé, on n'a pas seulement reculé par rapport aux acquis qu'on a arrangés, la parenthèse démocratique 89. On est sur la ligne rouge, on a dépassé la ligne rouge. Aujourd'hui, nous sommes acculés dans nos retranchements. Aujourd'hui, c'est ça les lignes de démarcation et c'est ça les sphères de liberté. Aujourd'hui, nous sommes dans la sphère des libertés individuelles, dans la liberté intime, dans les libertés justement les plus, sacrées. Les plus sacrées. Et on a posé, bien sûr, un problème de fond, le régime déclaratif, parce qu'il faut revenir à ça. Le régime déclaratif qui est le rôle d'un régime démocratique. Aujourd'hui, on n'est pas dans ça. Aujourd'hui, tout est soumis à autorisation. Tout est soumis justement à la volonté politique du gouvernement. Aujourd'hui, on ne peut pas se réunir, on ne peut pas se manifester, on ne peut pas créer d'association, on ne peut pas faire de réunion, on ne peut pas émettre une avis public, on ne peut pas écrire un article sans se mettre en danger, sans prendre des risques. Et les cas qu'on a aujourd'hui, ce ne sont que des indicateurs. On va encore avoir d'autres cas. On va encore avoir d'autres cas. La preuve, c'est Elisa. Voilà, un cas. Ou Mazel. Et c'est pour ça que je dis aujourd'hui, je pense que ces opportunités des cafés littéraires et qui restent, les derniers espaces. C'est les cafés littéraires. Quand on voit les cafés littéraires, parce que c'est pour ça qu'ils sont acculés, c'est pour ça qu'on veut les refermer, les cafés littéraires permettent les convergences, permettent justement les luttes intersectionnelles, les connexions surtout, les connexions entre les différentes dynamiques, entre les différents acteurs, et c'est ça qui fait peur. Aujourd'hui, les cafés littéraires, c'est une opportunité qu'il faut renforcer. C'est un espace qu'il faut consolider. Et ce que vous allez dire, je sais que vous avez fait dans la résistance. Une année, ça a été une année de résistance. Et le café littéraire, heureusement qu'aujourd'hui, il n'est pas seul. Il n'est pas seul. Parce que le café littéraire, il est porté par d'autres dynamiques, par d'autres cafés littéraires. Mais ce qui manque aujourd'hui à ces cafés littéraires, je le dis, c'est l'interconnexion. Ces cafés littéraires doivent faire effet de boule de neige. Ils doivent mettre en place un tissu, une toile. Il ne faut pas qu'il y ait un village, un quartier qui n'est pas connecté. Parce que les violations se nourrissent de l'isolement et du silence. Quand il y a un silence, quand il y a un tabou, quand il y a quelqu'un qui est isolé, c'est là qu'il se met en fragilité, c'est là qu'il se met en situation de vulnérabilité. Donc, notre défi aujourd'hui, je ne vais pas prendre la parole, je ne vais pas m'étaler par rapport à la question de droit, je laisse Racine un peu parler par rapport à la situation de droit, mais je veux dire juste un mot. Aujourd'hui, il y a un défi collectif et surtout des militances, toutes sortes de militances, société civile, politique, intellectuelle, artistes, acteurs, toutes sortes. Aujourd'hui, c'est de mettre en connexion et d'aller en profondeur de la société. D'aller dans la société profonde, dans les villages, et surtout se connecter. Se connecter, et c'est ce qui fait peur. C'est ce qui fait peur, et l'exemple Aoukas, c'était un acquis qui a été arraché grâce à un combat et aussi grâce à une mobilisation qui a pu justement mettre tous les acteurs ensemble sur la même thématique, qui est la liberté d'expression. La liberté d'expression, encore une fois, c'est un thème fédérateur. Il n'y a aucune raison de ne pas s'impliquer dans ce combat.
Il n'y a aucune raison de ne pas se mettre dans ce combat, parce que ce combat nous concerne tous. Si on ne peut pas parler, on ne peut rien faire. Donc, il n'y a pas de raison de dire que moi je pense à Kirina, non, moi je suis de gauche, non, moi je suis de droite, non, moi je... Ça concerne tout le monde. Donc, il faut trouver, avec les espaces communs, il faut trouver les espaces fédérateurs pour aujourd'hui renverser la bataille. Voilà, je vais m'arrêter à ces quelques points et merci. responsable du centre de documentation des droits humains. سوق المعرض الأول سوق تونس دونك اللي غير الكافي اللي توقاس تنمر اللي زوجنا تملي ثي كوين تسمع ناس من ديكي يونا نمسلي غرفو حريش اللي شود غرفو الليل دونك on dit dire après une année après la marche historique le café littéraire et l'IDD Gourkas, nous étions présents le jour justement de la répression, le jour de la grandiose marche justement donc je voudrais saluer justement cette initiative cette mobilisation à la Khatar, Jumal, à Tassim Renassi, Idioussan, des quatre coins du pays, c'est la première fois dans le monde où il y a donc voilà, après une année justement de la marche Nihil, et ça, nous par rapport à la question de la liberté d'expression, par rapport aux libertés en général. Parce qu'il n'y a pas eu uniquement le café littéraire de Oukas qui a été interdit, mais il y a eu beaucoup d'interdictions. Le café littéraire Nouvgaïf, nous, en tant que Ligue des droits de l'homme, nous avons été empêchés d'organiser une université d'été. Donc nous avons été empêchés. Nous avons été empêchés aussi de célébrer la journée internationale des droits de l'homme. Si pour noter, c'est-à-dire, la Constitution, tous les textes que l'Algérie a ratifiés, les droits, c'est-à-dire ils sont respectés. Mais dans la réalité, c'est les restrictions, dans la réalité, c'est les interdictions et c'est les justices. Donc, on a la liberté d'expression, on a les libertés de réunion, on a les libertés de manifestation. À chaque fois qu'une organisation quelconque fera être mislée, c'est-à-dire Raphaël et Tuchoub de la liberté d'expression, non, Raphaël ils sont sommés, ils sont interdits. À la khata, s'il n'y a pas cette connexion, il y a les différents acteurs de la société civile, mais il y a Yélioun, Efhamsen, ou Choukara, Fili, Tuns, Hous, donc, c'est grâce à la mobilisation des militants, et c'est ce que nous faisons en tant que Ligue des droits de l'homme au niveau du centre de documentation des droits de l'homme. Nous essayons de travailler avec la société civile, avec les différents tissus de la société civile. On a les syndicats, on a les associations, on a les citoyens, là où il y a des injustices, nous essayons d'apporter notre contribution et nous essayons d'alerter l'opinion et les autorités par rapport au dépassement. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons besoin de tout le monde. C'est-à-dire il faut s'initier parce que les droits ne se donnent pas, ils s'arrachent. Si nous arrivons à organiser des manifestations publiques, des rassemblements, c'est qu'on les a arrachés grâce à la lutte, grâce au militantisme. Dans les autres régions, le traitement est différent. Donc, ça, la liberté d'opinion, des journalistes qui sont incarcérés,
des militants des droits de l'homme qui sont mis en prison. Des blogueurs aussi, le cas de Touatou Marjan est illustratif par rapport à ce qu'il a dit dans la chaussée, par rapport à sa liberté d'expression. Donc, ça, nous, des syndicalistes, des amis syndicalistes, les différents syndicats, ils sont autonomes. Je dis bien autonomes parce que c'est ceux qui essaient de porter la voix des travailleurs dans les jours. Donc, ils sont persécutés dans leurs droits, ils sont indexés et ils sont menacés de suspension, les syndicats comme quoi on actionne la justice, on actionne les services de sécurité et on actionne l'administration pour étouffer toute expression dans notre pays, notamment dans le monde du travail. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, tous les indices les voyants, ils sont en rouge. Donc c'est pour ça que nous devons, en tant que militants des droits de l'homme, le mouvement associatif, la société civile, les militants politiques, les artistes, nous devons contribuer, nous devons conjuguer nos efforts, justement, nous allons défendre ces libertés, cette liberté d'expression et ces libertés en général. Donc sans mobilisation et sans solidarité entre les différentes franges de la société, nous ne pouvons pas avancer. Raphaël, moi je dirais à tous les camarades que là où il y a une injustice, il faudrait justement se solidariser avec le groupe NER, avec cette association, avec cette organisation. C'est comme ça que nous pouvons arracher et c'est comme ça que nous pouvons construire un état de droit dans les choses. Non, nous ne pourrons pas avancer à l'hostel. C'est les libertés qui seront menacées, c'est notre expression. Loin les libertés de culte, le cas de Bouhafs et Glen que nous avons défendu, le cas des Ahmadites, c'est les minorités. Donc, les minorités, bien que dans la Constitution, les libertés de culte, elles sont garanties, mais voilà comment le traitement Sendarna, comment ils ont été introduits au niveau de la justice et comment des militants, c'est-à-dire qui des religions des cultes comment ils ont été traînés devant les justices. Donc, Raphaël, nous devons respecter même ces minorités, même si nous pensons différemment, même si pour Lyon, mais c'est un droit, il va pratiquer la religion les interdictions, il y a eu des arrestations de beaucoup de militants. Le cas Nouina Salim Yezad, et il y a d'autres aussi, il y a d'autres militants qu'on n'en parle pas. C'est pour ça que nous connaissons on est en veille, nous avons une cellule de veille à chaque fois qu'il y a une appel, nous réagissons à chaud, mais ailleurs ce n'est pas le cas. Et c'est il faudrait qu'il y ait ces connexions. Ce n'est pas uniquement veiller à notre niveau, mais dans les différentes régions, il faudrait que les choses avancent à Kaïdiki. Bien que le traitement d'armes des autorités, le traitement des pouvoirs publics n'est pas le même. Parce que ici, la Kabylie, nous sommes omniprésents sur le terrain. Donc, c'est عادي, c'est-à-dire عادي كلش, mais ailleurs imdenen
ils sont encore donc Raphaël, c'est-à-dire je te dépends par rapport les chômeurs du sud nous avons des militants aussi donc là où il y a des injustices, là où il y a des atteintes, il faudrait se solidariser, il faudrait construire cette solidarité nationale. Merci. Merci Hossein. Donc on va passer à notre professeur de philosophie. Donc pour avoir moi ça va nous couper du droit. Abou Aïch, oui. Ouais, surtout. Merci M. Hassani, merci pour l'association SDL pour organiser justement cette table qui est très très intéressante. Merci pour le café littéraire. Et maintenant, il y a quand même une expérience assez intéressante depuis quelques années en ce qui concerne les traitements de ces différentes thématiques liées directement aux questions de droit, à des questions littéraires, à des questions générales artistiques. C'est à son honneur et je pense que c'est un exemple, et je l'ai dit déjà auparavant, que quand même l'initiative du café littéraire est devenue aujourd'hui universelle. Parce qu'on voit un peu le débat au Canada, en France et ailleurs sur cette expérience, c'est à son honneur. Donc, mes remerciements. Je te remercie aussi, M. Hassani, d'avoir cité tout à l'heure Emmanuel Kant, parce qu'il parlait de la personne humaine, même si qu'à l'époque des Lumières, on utilise beaucoup plus l'homme, mais aujourd'hui, quand même, le débat philosophique est évolué par rapport à cette question, et on parle tout le temps de la personne humaine. Kant, il le dit clairement, l'homme doit être au centre de la réflexion artistique, philosophique, scientifique, etc. parce que c'est la finalité de la réflexion elle-même. Les sociologues et les spécialistes en sciences politiques ils disent que le citoyen doit être au centre, pas de l'État, mais au centre de l'existence de l'État et l'existence et le fonctionnement des institutions de l'État. Aujourd'hui, on se pose la question, est-ce que le citoyen, que ce soit ailleurs ou chez nous, il est au centre de ces institutions de l'État ou il est au centre de l'existence de l'État? On a vu, si l'État existe, parce que c'est un débat assez important. Farhat Abbas, lorsqu'on lui parlait de l'Algérie, il dit que j'ai cherché l'Algérie partout, je ne l'ai pas trouvé, en commençant par le cimetière. La question de l'État, ça pose un problème en Algérie, et on cherche justement est-ce qu'il y a réellement l'État, pour qu'on puisse chercher par la suite en second degré le citoyen. Parce que le citoyen, il dépend de l'État. Reste à savoir. Le concept de la citoyenneté, les philosophes et les sociologues s'accordent à dire que la citoyenneté est un état, ou la qualité de citoyen, elle permet à un individu d'être reconnu comme membre d'une société, d'une cité dans l'Antiquité ou d'un état aujourd'hui, et de participer à la vie politique. La citoyenneté est le statut juridique et politique qui permet à un individu de devenir citoyen. Ça me pousse à me poser la question, est-ce que nous avons le statut de la citoyenneté en Algérie? Beaucoup d'Algériens se posent la question. Quelle citoyenneté pour quel État? Et bien sûr, quelle citoyenneté pour quelle société? Cela va me pousser directement pour aller au sujet, passer par deux types d'analyse, deux niveaux d'analyse par rapport à la question de la citoyenneté en tant que statut juridique et politique. Mon ami Ali tout à l'heure il vous a expliqué quelques aspects juridiques. Mes amis de Salah et Hossein nous ont effectivement soulevé les différentes questions liées aux droits de l'homme, aux droits de la personne humaine. Donc je vais commencer par deux niveaux d'analyse. Parlons un petit peu du cas algérien. En ce qui concerne le premier niveau, c'est en ce qui concerne la société. Nous avons aujourd'hui une société, il faut avoir le courage de le dire, elle vit par aspects très dangereux. Et que je pense aujourd'hui, la société algérienne, l'invitation n'a pas suscité réellement un débat, ne serait-ce que dans les milieux universitaires. Et le premier aspect, c'est les paradoxes sociétaux. Il ne faut pas avoir peur de le dire qu'aujourd'hui,
la conception rigide de la religion, elle impose une certaine définition de la citoyenneté. Et j'ai dit, il faut avoir quand même le courage de le dire. Est-ce qu'aujourd'hui, au sein de notre société algérienne, il n'y a pas des paradoxes sociétaux qui nous imposent une certaine définition de la société? Et je pense effectivement que tout le monde aujourd'hui s'accorde à le dire. Deuxième élément, c'est tout ce qui concerne les déchirures. C'est-à-dire, il y a des déchirures quand même sociétales qu'on a vécues depuis longtemps. Commençons par l'ambivalence culturelle, l'ambivalence sociétale, l'identité déchirée, etc. Les sociologues algériens, en particulier Pierre Bourdieu et Mustafa Al-Sharaf, ont parlé justement de cette question de la déchirure sociétale. L'Algérien, il vit une déchirure sociétale, et il faut avoir aussi le courage de le dire, que ce qui nous sépare, nous les Algériens, est 1000 fois par rapport à la chose qui nous unit. Troisième élément, c'est la verticalité. La société algérienne, qu'est-ce que ça veut dire la verticalité? C'est-à-dire que la construction de la société algérienne n'est pas horizontale. Elle n'émane pas de la société elle-même, mais elle émane d'un pouvoir en place qui impose un système d'orientation, que ce soit économique, politique, social, une orientation religieuse, etc. Ça, c'est un aspect important à prendre en considération, et je pense que beaucoup de sociologues ont pris en considération la déchirure sociétale et la verticalité et la question bien sûr du paradoxe, les différents paradoxes que nous vivons au sein de la société algérienne, et que tout ça nous a donné une vision, je l'appelle une vision grecque aux citoyens, parce que les Grecs à l'époque, ils excluent quand même une grande partie de ceux qui vivent à l'époque de la Grèce, leur exclut de la société, on ne leur attribue pas le statut de citoyen. C'est pratiquement le même cas en Algérie. Il faut être musulman pour être citoyen algérien. C'est pour cette raison que mes camarades tout à l'heure ont parlé pourquoi les institutions algériennes instrumentalisées par le pouvoir en place ont exclu les Ahmadites, les chrétiens, parce qu'il y a une conception très rigide. C'est-à-dire on leur a imposé une définition claire du citoyen. Pour être citoyen algérien, il faut être musulman. Il faut être ainsi, il faut être cela, etc. Tout en, j'ai dit tout à l'heure que malheureusement ces paradoxes ont produit ce que nous avons vécu, ce qu'on est en train de vivre. Ça, c'est le premier niveau, je ne vais pas m'étaler là-dessus parce que vous avez quand même dans la tête quelques éléments de réponse par rapport à toutes ces déchirures, à toute cette verticalité. Lorsque je parle de verticalité, c'est-à-dire que l'organisation et le fonctionnement de la société n'émanent pas de la société elle-même. Elle n'émane pas de la société civile, elle n'émane pas de la solidarité organique ou mécanique, mais elle est imposée par une vision verticale, c'est-à-dire le pouvoir qui nous gère. Deuxième niveau d'analyse, c'est ce qui concerne l'État. Je vous ai parlé tout à l'heure, est-ce que nous avons un État? La question, elle se pose. Pourquoi? Parce que d'une manière philosophique, la citoyenneté, elle dépend de 7 paramètres, sur le plan théorique. Le premier paramètre, bien sûr, le premier critère, c'est l'état de droit. La question est simple, est-ce que nous vivons aujourd'hui sous un état de droit ou dans un état de droit? Pour nous inviter ici, je remercie infiniment, on citait tout à l'heure la situation, non seulement des droits de la liberté d'expression, mais tous les droits de la personne humaine qui sont unis et indivisibles. Que ce soit le droit de rassemblement, les droits socio-économiques, les droits civils et politiques, etc. C'est-à-dire nous vivons aujourd'hui, et vous le connaissez pertinemment, dans un état où le droit est complètement médiocre. Deuxième élément, je dis toujours de manière théorique, la question de la citoyenneté, elle dépend d'un deuxième paramètre qui est la démocratie. Est-ce que nous vivons aujourd'hui dans un système démocratique? Vous avez la réponse, vous pouvez la partager avec nous tout à l'heure lors des débats. Troisième paramètre, j'ai dit tout à l'heure aussi d'une manière très théorique, c'est le respect des droits de la personne humaine. C'est tout à fait clair. Quatrième élément, c'est la société civile et la société des libertés. Lorsqu'on parle de la société civile, il le dit clairement. Un état de droit exige impérativement l'existence d'une société politique libre, indépendante, et d'une société civile libre et indépendante. La question, elle est là. Lorsqu'on empêche des associations, des syndicats, des rassemblements, des partis politiques
à exercer librement leur activité, certainement on n'est pas dans un état de droit, on est dans une dictature ou dans une autre forme. Cinquième élément, c'est la séparation du pouvoir et l'alternance au pouvoir. Tout à l'heure, je vais vous parler justement de la nature du pouvoir algérien. Est-ce que ce paramètre aujourd'hui, l'alternance du pouvoir, est assuré en Algérie? Je pense depuis l'assassinat d'Abdel Ramadan en 1957 à nos jours, c'est le même pouvoir qui existe, avec un changement et un déguisement à chaque étape. Sixième élément, théoriquement je parle, et tout à l'heure mon ami Ali en a parlé, l'indépendance de la justice. On connaît quand même les ramifications de la justice algérienne. Donc est-ce que l'indépendance de la justice et le cadre des autorités est un élément très important qui explique effectivement que la justice en Algérie, elle n'est pas indépendante. Que ce soit dans le cas de Merzouk, que ce soit dans le cas des détenus de Rabdaïa, que ce soit dans le cas des détenus de Batna, que ce soit dans le cas des différents bloqueurs, etc. Donc certainement, le cas de l'indépendance de l'Algérie, enfin de la justice, elle n'est pas garantie. Certainement, il est très difficile de parler de la citoyenneté, tout simplement parce que la définition de la citoyenneté exige que la citoyenneté est garantie par un fonctionnement réel dans le cadre de la séparation du pouvoir des institutions, en particulier la justice. Septième élément, et le dernier, peut-être ça va faire du bien à mes amis d'extrême gauche, c'est la justice sociale. Est-ce que la justice sociale, bien sûr, aujourd'hui est garantie dans notre pays pour qu'on puisse parler de la citoyenneté? Cela me pousse à parler justement du deuxième niveau qui est l'État. J'ai dit tout à l'heure, voilà qu'est-ce qui exige réellement un fonctionnement réel qui peut permettre une émanation de la citoyenneté au sein de la société algérienne. Deuxième niveau, c'est l'État. Donc l'État, à mon avis, ça reste mon point de vue, il n'existe pas. Non seulement il n'existe pas parce que c'est une abstraction métaphysique, il n'existe pas en tant que fonctionnement des institutions et, bien sûr, processus qui mène à la citoyenneté, c'est-à-dire qui mène à ce statut juridique et politique. Il n'existe pas parce que si on prend un petit peu le cas de l'Algérie, on trouve qu'en 1962, nous avons État-major. Vous connaissez comment on a constitué un pouvoir à la place de l'État. Deuxième, c'est l'armée-État, jusqu'au coup d'État. Troisième, c'est le chef-État, c'est Boumediene État. Donc on ne parle plus de citoyenneté. Et vous connaissez bien, en tout cas, ce qui s'est passé à l'époque, en termes de liberté et des droits de l'homme. Quatrième étape du processus de développement de l'État entre guillemets en Algérie, ça s'est constitué en part des États, État, c'est le bureau central qui détermine toutes les orientations politiques et économiques et sociales. C'est-à-dire, elle a déterminé en tout cas le fonctionnement général de la société. Juste après 1988, on s'est retrouvé l'armée, en deuxième étape, l'armée-État, c'est-à-dire c'est l'armée qui gère. Et la citoyenneté elle a été bafouée par la mise en place de l'état d'urgence, de l'état d'alerte, etc. Et après 95-96, on est rentré dans un cercle très médiocre, malheureusement, c'est l'oligarchie État, c'est-à-dire les gens qui détiennent l'argent, la mafia, ceux qui ont détourné l'argent et se sont constitués à la colonne vertébrale de l'État, ce qui fait effectivement, encore une deuxième fois, la citoyenneté elle a été bafouée, en particulier en ce qui concerne les droits socio-économiques, les droits politiques par la suite. Et aujourd'hui, je le dis sans aucune crainte, on se retrouve aujourd'hui encore une deuxième fois aussi avec une voyoucratie État. C'est-à-dire, en termes très simples, les Lumières, ils ont fondé la citoyenneté, ils l'ont lié directement aux principes et aux critères que je viens d'évoquer à l'instant. Mais toujours dans le cadre d'un aspect républicain. La question est très simple. Est-ce que nous vivons aujourd'hui, nous, dans un processus de construction d'État, dans un cadre républicain? Je ne pense pas. Donc il est très difficile. Si on prend les deux processus, le processus social et sociétal et le processus politique dans le cadre de la construction d'un État qui mène vers la République, de parler de la citoyenneté. D'ailleurs, il suffit justement de voir ce qui se dit et de voir la situation des droits de l'homme et de voir ce que nous vivons quotidiennement pour dire effectivement que malheureusement, on est très loin de ce concept de la citoyenneté, c'est-à-dire on est très loin de ce concept
qui dit statut juridique et politique. Statut juridique, c'est-à-dire les droits, et les statuts politiques, la participation à la gestion, bien évidemment, de la cité d'une manière globale. Donc, à défaut d'un manque flagrant, c'est-à-dire d'un processus de construction d'État et de la mise en place d'une république, il est tout à fait clair qu'on est très loin de ce concept de citoyenneté et on est très loin de ce processus qui mène justement au respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Merci. Merci, M. Mohamed. C'est très agréable de vous écouter, de vous expliquer tout le processus. On passe à M. Achour, en plus indicatif. D'accord. Moi, tout d'abord, je tiens à remercier pour les gens qui ne connaissent pas bien vos cas, le mouvement associatif qui a défendu l'existence de ce centre culturel et de le maintenir en 1993, si tu te souviens, Hamou, etc. Parce que ce centre culturel, il allait être privatisé et donné à la DGS pour qu'il soit une auberge de jeunes, etc. Donc les premiers à remercier d'abord, et parmi eux beaucoup sont encore là, je vois Chaban Mourad qui est là, Hamou Aïdali, et d'autres, Mouloud qui étaient là, d'autres qui ne sont plus là, avec qui j'étais, parce que je viens de commencer à être enseignant au lycée d'Aoutas en 1993, et grâce à cette mobilisation, le centre culturel est resté, et donc là pour que le café littéraire n'est qu'une activité parmi tant d'autres activités que le centre culturel où cet espace-là continue à abriter. Deuxième élément, c'est-à-dire quand je parle peut-être, je serai à contre-courant de tout ce qui se dit sur le point de vue juridique, etc., parce que ce n'est pas quelqu'un qui croit trop à la loi, et c'est quelqu'un qui dit toujours que la loi n'est pas la justice, y compris pour ceux qui disent qu'on n'a pas d'État. Il y a un État qu'il faut définir, mais il y a un État qui a ses institutions, qui a son fonctionnement, etc., qui peut être critiqué dans le fonctionnement de ces institutions, etc. Et quand on parle de la liberté, lorsque la première liberté fondamentale de l'être humain n'existe pas, et pour moi la première liberté d'abord, c'est la liberté de l'individu d'utiliser son corps comme il veut, que ce soit homme ou femme, de s'habiller comme il veut. Quand cette liberté déjà d'exister comme tu veux n'existe pas, c'est à ce niveau-là qu'il faut chercher déjà comment avoir d'autres libertés, du moment celles qui nous concernent, qui concernent notre corps. Il y a beaucoup d'interférences qui interviennent. Donc, à mon sens, le premier ennemi de la liberté, c'est d'abord la morale sociale dominante dans la société, et cette morale sociale qui est toujours reproduite par le pouvoir en place, par le système d'État qu'elle a construit et les institutions qu'elle fait fonctionner. Parmi la meilleure institution qu'il utilise pour ça, c'est bien l'école. C'est l'école d'abord, et à partir de l'école, il reproduit la morale sociale, et en général, la loi qui est là, il ne vient que de 7 à 90% de cette morale sociale. Donc, si on veut avoir des espaces de liberté, notre premier ennemi, c'est d'abord de s'attaquer à cette morale sociale pour qu'on puisse s'attaquer aux lois. Deux, les lois aussi ne sont que le fruit ou le produit des affrontements et des rapports de force au sein de la société. Quand tu parles de la réforme de 2012, de la loi sur l'information, il ne faut pas oublier qu'il y a le contexte de 2011, des événements de 2011, etc. Et bien, oui, ils allaient réformer dans le sens positif la liberté d'expression. Mais après, parce que l'affrontement, le mouvement s'est affaibli, etc., eh bien, ils l'ont réformé autrement. C'est le même cas pour la réforme de la Constitution. Après, ça a abouti à autre chose, parce que les rapports de force, en même temps, ont changé. Mais en 2011, c'était le mouvement qui a imposé ces réformes-là. C'était une réponse pour le mouvement social qui existait en 2011. Donc, ce qu'il ne faut pas perdre de vue, donc toute loi est une question est produite par des rapports de force réels sur le terrain. Et c'est des lois qui changent en fonction de l'évolution des affrontements et des rapports de force qui se produisent au sein de la société. Troisième élément que j'ai envie d'avancer, c'est de faire attention à quelques concepts qui sont, pour lesquels on fait beaucoup de marketing lorsqu'on ne leur donne pas un contenu pour qu'on puisse se mettre d'accord. Il y a beaucoup de concepts. Citoyenneté, état de droit,
autonomie, indépendance, flexibilité, mobilité, liberté. Mais si on ne se met pas d'accord sur la définition de ce concept, on ne peut pas être d'accord. Ne m'appelle pas, viens, on va défendre la liberté, quelle liberté, ne me dis pas, viens, on va défendre un état de droit, je ne sais pas quel type d'état de droit tu veux défendre. Mettons des contenus à ces concepts pour qu'on puisse se mettre d'accord. On n'est pas divergent pour être divergent. D'accord, c'est parce qu'on n'est pas d'accord sur le contenu à mettre pour ces termes. Parce qu'aujourd'hui, moi, je peux m'inscrire contre la citoyenneté. Moi, je suis contre la citoyenneté telle qu'elle est définie. Je suis contre qu'on impose un statut pour un citoyen. C'est un citoyen d'abord, pour qu'il soit libre, il n'a pas le droit à un statut. Si on lui met un statut, donc on l'a déjà encadré, l'a cadré dans un moule bien défini. Eh bien, les gens qui défendent ça, moi, je ne défends pas ça, ce type de citoyen. Moi, je défends un citoyen qui est libre de faire de lui ce qu'il veut, sauf ne pas toucher à la vie des autres. C'est-à-dire, c'est à ce niveau que les débats doivent avoir lieu, à mon sens, dans ce type d'espace. Bon, bien sûr, les terrains d'affrontement sont différents. Moi, j'ai choisi le terrain d'affrontement qui est celui de la lutte syndicale. Peut-être c'est sur ce terrain que je suis attendu en termes d'intervention. Eh bien, les libertés syndicales sont menacées comme toutes les autres libertés. Mais si on est face aux menaces, c'est-à-dire pour moi, la lutte commence lorsqu'il y a des menaces. Lorsque tout marche bien, pour moi, ça ne sert à rien d'exister. Donc c'est bon. On n'a pas besoin de mobilisation, on n'a pas besoin d'aller réunir les gens, etc. quand tout marche bien. Mais c'est dans ces moments-là que les militants doivent apparaître. Donc sur le plan syndical, bien sûr. Parce que même moi, le terme autonome, je n'aime pas. Ça n'existe pas de syndicat autonome. Moi, je vous le dis maintenant. Tous les syndicats ressemblent à des GTA, y compris le syndicat où je suis. Tout syndicat a une évolution qui va être bureaucratisée avec le temps, etc. Mais il y a des situations, des contextes qui font que des syndicats se mobilisent parce qu'ils ont une menace commune ou parce qu'ils ont un intérêt commun à défendre. Il n'y a pas d'autre chose. L'autonomie d'abord, parce que quand on parle d'autonomie, il faut être autonome financièrement. Tous les syndicats demandent d'être subventionnés par l'État. Tous les syndicats sont hébergés par des locaux donnés par le ministère. Tous les syndicats ont des permanents payés par le secteur. De quel type d'autonomie on parle? Alors soyons sérieux, c'est-à-dire pour ne pas faire de confusion. Peut-être on est moins bureaucratique que l'UGTA, mais tout le monde va être à l'UGTA. C'est tout le monde qui va être dans la tripartite. C'est tout le monde qui va avoir la part comme l'UGTA. Il y a de la jalousie vis-à-vis de l'UGTA parce que c'est lui qui est reconnu comme partenaire social. Vous entendez tous les syndicats demander à être partenaire social comme d'autres. Ça c'est pour dire, ça ne veut pas dire c'est négatif en soi. Ça c'est pour éviter juste la confusion dans les analyses. C'est qu'il y a un syndicat qui est reconnu, les autres, ils ne sont pas contre le syndicat, ils demandent d'être reconnus comme lui, de participer au tripartite. Et c'est bon. C'est ça qu'est-ce qu'ils appellent liberté syndicale, c'est ça qu'ils appellent défendre l'intérêt des travailleurs, etc. Mais des fois, ils sont sur le terrain de la lutte, ça leur permet de mobiliser des travailleurs autour des revendications bien spécifiques qui sont connues par tout le monde, augmentation du salaire, au statut, aux heures supplémentaires, etc. L'autre élément, bien sûr, lorsque ces affrontements avancent, lorsque la mobilisation existe, c'est très légitime que l'État fasse des barrières. Et ça, c'est légitime, c'est pas le temps, c'est à ce niveau-là que l'affrontement a un sens. Aujourd'hui, l'affrontement pour la représentativité syndicale en Algérie a un sens. Parce qu'en fait, ce n'est pas la représentativité en elle-même qui est un problème, mais ce qu'ils veulent remettre en cause, c'est le droit de grève. Voilà. Et quand on remet en cause le droit de grève, il n'est pas remis en cause par le texte. On te dit le droit à la négociation. Et lorsqu'on parle du droit à la négociation, ceci veut dire que tu ne peux pas y aller négocier si tu n'es pas en grève. On fait grève pour négocier. Et quand on dit ta grève est illégale, donc on ne peut pas négocier avec toi parce que tu es en grève, là, donc indirectement, c'est le droit de grève qui est remis en cause.
d'une façon indirecte, c'est-à-dire le jeu juridique, etc., que les génies juristes qu'ils choisissent, etc., sont à ce niveau. Et une loi qui a tout le temps existé depuis 89, depuis la loi sur la liberté, sur le pluralisme syndical. Quoi que si on fait une analyse profonde, dans le fond, le pluralisme syndical est un piège pour le syndicalisme en Algérie. Eh bien, même si je suis dans un syndicat corporatiste, etc., je reste convaincu que le pluralisme syndical ne travaille pas l'intérêt des travailleurs algériens. On a besoin de refonder aujourd'hui le syndicalisme en Algérie. On a besoin d'une nouvelle centrale syndicale plus combative, plus revendicative que l'UGTA. Nous avons besoin d'une autre centrale, mais tel que ça se situe aujourd'hui, on est obligé d'y aller vers une refondation. Le syndicalisme aujourd'hui en Algérie doit être refondu, il doit être revu, il doit revoir sa stratégie. Est-ce qu'il y a deux solutions possibles, à mon sens? La première, c'est d'avoir le courage de se dissoudre et d'y aller vers la création de cette nouvelle centrale syndicale de lutte qui défendra réellement l'intérêt des travailleurs. Ou la deuxième solution, c'est que tous ces syndicats existent, réussissent à faire leur front syndical tout en se regardant yeux dans les yeux, parce que tel ça existe, il y a beaucoup de contradictions, beaucoup de divergences, des lignes différentes, etc. Je laisse le reste pour le débat, je mets la problématique pour laisser les autres parler, surtout parce qu'il fait très chaud. Merci. d'avoir donné un peu de dynamisme à la lutte. أنا أعتبر حمو حمو citoyen, militant, élu, non? Élu de la PCRP de la presse. مساء الخير في الأول وقيل يقين تشتوها الناس ديما لا بارس فينالمون الكيادين تمر عندي جوريديك وسوسيال اجتواء فين Ça n'est pas été يبقى سلاقا نبت فوهيسي بور بون إلا الناس اللي سيرين من يتشوي عين الضيق باسكو مازال ما ميم اللي بغا نهضر يتشوي عين الضيق مازال on est encore à la recherche d'un espace commun, d'un projet commun qu'on puisse défendre, un rêve commun. Donc, même le rêve commun, le projet commun, etc., je pense que toutes les autres considérations vont disparaître avec. Et ça, on est en train de se reconstruire. De se reconstruire d'abord en tant que citoyen, individu, citoyen du monde, citoyen d'interdit, mais on est en train d'abord de se reconstruire. Chacun dans son petit patelin, chacun dans son petit coin, chacun dans son quartier, on est en train de se reconstruire. Parce qu'on s'est fait peut-être, à un certain moment, il y avait une étape de déconstruction, de destruction, carrément, de destruction. Soit au niveau économique, au niveau social, au niveau culturel, au niveau identitaire. Il y avait une étape nécessaire, qu'il fallait tout, mais pratiquement tout, toutes les assises sociales, toutes les structures sociales, il faut les détruire. Donc, on nous a désarmés. À un certain moment, on nous fait maintenant désarmer. Je ne vais pas faire un scoop en révélant que la décennie noire, la fameuse décennie noire, a été terrible pour l'ensemble des Algériens, tous secteurs confondus et toutes classes sociales confondues, et surtout pour les classes défavorisées, les classes pauvres, etc. Donc, tout le monde a subi, dans sa chaîne, dans sa structure, dans son existence même, la liberté d'expression finalement. Il faut aller vers un truc beaucoup plus global. Je pense qu'aujourd'hui, dans la thématique, il a fait sur un projet global de toutes les libertés. Avec l'existence, et je suis d'accord un peu sur ça, sur notre existence même a été à un certain moment menacée, même individuellement. Aujourd'hui, la désertification, même on est en train de subir la première crise, je pense, elle est humaine. On ne partage plus rien, plus rien. Et c'est tant mieux que l'espoir à chaque fois qu'il y a une revendication, ne serait-ce qu'une petite revendication, à chaque fois qu'on la jette dans la rue, qu'on fait appel à la population, qu'on essaie de rendre
la revendication populaire, le peuple est là, il la prend en charge. Et l'histoire du café littéraire d'Aoukas a été un exemple. Dès qu'on a fait appel à la population, dès qu'on a fait appel à tous les Algériens de venir, ils sont venus. Et cette mobilisation a été une étape importante dans la construction d'un nouvel rapport de force qui va justement être un rempart, un moyen, une arme de défense contre toute forme d'oppression, contre toute forme de délit de liberté, etc. Donc, à travers tous les quartiers, c'est ce qu'on remarque. À travers toutes les villes, c'est ce qu'on remarque, il y a une remobilisation. Il y a une certaine volonté, parce que après une période quand même assez longue de déconstruction et de destruction, on revient vers nous-mêmes, on se pose cette question existentielle même. Que faire? Que faire aujourd'hui? Est-ce que chacun va rester dans son petit coin khamis et se dire je suis bien? Non, il faut partager quelque chose. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est en train d'aller vers ce partage, vers cette question de solidarité au niveau des quartiers, au niveau des villes, même au niveau national, et s'il faut au-delà. Parce que la solidarité qui s'est exprimée pour le soutien du café littéraire, elle est allée au-delà des frontières nationales, qui reste quand même dans l'abstrait. À l'Agra, ça a été une revendication prise en charge et revendiquée, محسوب كيفاش نضيفو نتبعد خير ليه de l'extérieur même. Donc, on est sur une dynamique, une nouvelle dynamique, une dynamique de réappropriation de l'espace public qu'on a perdu, de tous les espaces, soit de culture, soit de tout ce qu'on partageait comme espace. La rue est un espace qu'on partageait. La rue ne nous appartient plus à un certain moment. Le centre culturel, à un certain moment, il voulait nous dessaisir du centre culturel. On s'est battu, mais à chaque fois qu'on se bat, c'est ça la leçon primordiale et essentielle. À chaque fois qu'on se bat pour quelque chose, c'est qu'on a à chaque fois des acquis. On rend de l'espoir à des gens qui sont à l'extérieur, qui n'arrivent pas à trouver les moyens nécessaires. Parce que c'est aussi une question de militantisme. Et ça, on a détruit cette notion de militantisme, on a détruit en nous cette volonté d'abord de se défendre par rapport à ces... Je me souviens très bien de cette décennie noire. Je me souviens de octobre 88 a été un espoir grandiose pour toute la population, surtout pour les masses populaires de façon générale. C'était une mais en même temps, c'est ce qu'on nous a fait une sorte de vente concomitante. Le libéralisme ne s'est pas réalisé au niveau politique, au niveau des libertés, il s'est réalisé au niveau économique. On a bradé toute la structure industrielle, on a tout détruit, tu prends une indemnité de 20 millions et ça te suffit. Il fera parce qu'il ne pouvait pas se défendre. Mais il fera ça à 20 millions. Et à 20 millions, impossible à se défendre. Et ça a été une étape. On s'est désolidarisé. Personne ne s'est solidarisé avec quiconque. Je vais citer un exemple qui me tient toujours à cœur à l'essai. Parce que ça a été un combat perdu. Un combat perdu, malheureusement. On a une seule unité industrielle sur toute la région du Sahel. Sur toute la région du Sahel, c'est l'usine Liège d'Aoukas. Une seule unité industrielle qui fait vivre plus de 300 familles. Nous sous-sembrons le jour du bradage. On s'est complètement désolidarisé de ça. À ce que devient l'usine Liège d'Aoukas, elle devient rien du tout. Elle devient rien du tout. Il y a au moins, c'est devenu un stop pour loyer ici. Voilà qu'est-ce que ça est devenu. Cette étape de destruction et de désolidarisation vis-à-vis de tous ces combats, il fallait faire des jonctions immédiates. Il ne fallait pas se désolidariser. Mais ce n'est pas trop tard. C'est qu'on a perdu une période, on est passé par une période creuse qui a détruit le mouvement associatif, qui a détruit Tijouma, qui a détruit les syndicats, qui a détruit toutes les structures sociales de défense. Parce que l'humanité n'a pas créé autre chose.
تفاولة يعني شو دي ستركتور نخلقوا لها دي ستركتور ديجيدي لا لا ça s'appelle comité de quartier, ça s'appelle syndicat, ça s'appelle ligue des droits de l'homme, ça s'appelle toute structure avec des humains faire jonction et de نحكوا لهم non باش ندافع justement sur ces considérations là. Ça nous faisons face à une crise multidimensionnelle qui ça on est face, on s'affronte à une réalité, on est condamné à s'organiser, on est condamné à une dette. On est condamné à solidariser un peu partout. On est face à un problème écologique monstre. On est face à un problème de décharge de poubelles, de moussaf, etc. Et on doit affronter. On doit trouver les formules nécessaires comment affronter la situation de terre. On est face à une crise sérieuse. Il faut solidariser. Il ne faut pas laisser les gens dans des situations de détresse. Dans peu de temps, on risque de vivre des situations de crise beaucoup plus graves, surtout les structures qui puissent faire des outils de défense. Parce qu'on est encore, même si le café littéraire a fait quand même un espoir, a rendu espoir, on est encore dans une phase défensive. On n'est pas dans l'offensive. Dans une phase de défense, on doit se reconstruire. Donc, mais je vais demander, parce que c'est une question de militantisme qui a les militants des catégories. Quelle que soit la nature des militants, quelle que soit la nature, je pense qu'ils méritent au moins, si ce n'est pas notre solidarité, ils méritent notre respect. Donc je veux rendre hommage à tous les militants. Les mézènes dans des situations aussi difficiles parce que ça nous demande de sacrifices. Et par la même occasion, je rends hommage à Ndukeli ou Ousdey qui ont tenu, qui ont, malgré contre vents et marées, à être présents, à nous inviter à chaque fois, même si de notre côté, à chaque fois, chacun a ses petits problèmes, ses petits bobos, ou les esméris. Mais c'est un appel pour terminer ça. Merci Hamoud, merci pour toutes les visites humaines, presse et ailleurs. On a fait le tour, Mazal Yassine, Habash, écrivain, la région écrivain poète, la région Ismaël. C'est un honneur de te recevoir. À toi la parole. Merci beaucoup, Madame Mohamed. Azuf Laoul, c'est-à-dire la première des choses. Merci pour l'association Azdaïd Al-San Ouqas. Mais chief la rencontre, nous avons fait les rencontres sur le parcours, puisque vraiment c'est un parcours de combat. L'interdiction, la dernière conférence, j'étais à la marche le 29 juillet, mais j'étais aussi interdit de donner une conférence un certain 20 avril 2017 sur la vie et l'œuvre de Matou Blounes, ici, le Café. Il est trop difficile de parler après ces précieux témoignages, une déclaration de Namra. Est-ce que je peux rajouter quelque chose? N'empêche que je veux dire quelque chose. La liberté d'expression et la citoyenneté, pour moi, c'est indissociable. Et là, c'est l'une précède l'autre, l'une est la conséquence de l'autre. C'est vrai, c'est indissociable, c'est tellement indissociable que parler de cette thématique dans un espace comme ça, si restreint, n'est pas aussi facile. La citoyenneté, c'est un concept philosophique, politique, les penseurs, tout de même pour la liberté. La liberté, c'est de Mohamed يهضر في كانت. محرز c'est un spécialiste de la philosophie. Il a le concept, la liberté, ton concept philosophique des choses. Les écrivains, les philosophes qui ont traité la thématique de la liberté. La liberté, c'est l'essence même de l'être humain.
Tu ne peux pas imaginer un mdane bda la thilli. خاطر un mdane مثل thilli c'est un objet. Le concept politique c'est un sujet. Ce sera un sujet, mais un citoyen. Jean-Jacques Rousseau dit la citation, au lieu de gouverner les sujets pour les rendre heureux, le despotisme les rend misérables pour les gouverner. Donc, la liberté et donc, on se met dans le citoyen, on se met dans même l'être humain. Mais la liberté d'expression de la citoyenneté. La cité, les philosophes indiquent depuis Platon, les derniers des philosophes qui ont traité la question de la cité, la liberté de la cité. Le couronnement, la pensée humaine concernant la liberté de la citoyenneté, c'est la Révolution française. Après la pensée, après l'effet de la pensée des encyclopédistes, en l'occurrence Voltaire, qui a été cité par de Mohamed, de Jean-Jacques Rousseau, d'Alembert, d'Inès Diderot, après la Révolution française, après la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen. Les droits de l'homme et du citoyen, il a doublé, c'est inséparable. Donc, la liberté est un concept philosophique. Nous avons dit qu'il est difficile à cerner de la liberté corporelle, la liberté de penser, la liberté du culte, la liberté d'opinion. La liberté, c'est un concept très vaste. La liberté d'identité fondamentale. Nous connaissons malheureusement ailleurs, c'est la liberté d'expression de la citoyenneté comme droit humain universel. L'un de ça, les constitutions, les déclarations, les chartes internationales, les droits de l'homme exigent que l'être humain doit être respecté dans la cité, doit dire ce qu'il pense, pas uniquement dire mais s'exprimer, pour utiliser le mot basque. Dire c'est pas suffisant. Il y a des sourds qui s'expriment. Il y a un langage gestuel, il y a de la peinture, il y a du théâtre, il y a du cinéma, il y a de l'écriture, de la poésie. Toutes les formes d'expression, il y a davantage. Malheureusement, les déclarations, les constitutions, ils sont en contradiction de la réalité, de la vie réelle, les êtres humains. Ça, nous connaissons avec un degré encore plus intense, plus puissant, nous connaissons, c'est comme si vivre sa liberté, c'est déjà un combat. Parfois, je dirais même assez souvent, au détriment de sa vie. Nous connaissons qui ont laissé leur vie parce qu'ils disaient ce qu'ils pensaient. La formule d'Arjaout, pour moi, elle est idéale. Il disait que c'est que le silence, c'est la mort, et toi, si tu parles, tu meurs, si tu tais, tu meurs, alors parle meurs. Mais il a commencé déjà par dire que le silence, c'est la mort. Donc, pour ne pas craindre de mourir, puisque si tu ne parles pas, tu es déjà mort. La formule est extraordinaire au Arjaout. C'est ça, nous connaissons les interdictions de s'exprimer, soit Katb Yassine, en tant qu'intellectuel qui incarne l'image de l'intellectuel révolté, réfractaire. C'est ça, Katb Yassine, des bâtons dans les roues. Interdiction des pièces de théâtre, marginalisation de la vie israélienne, quotidienne, les taxes, c'est un. Après 1980, de Mouloud Maamri, il a été interdit de donner une conférence, et pourtant une conférence dont la thématique est très simple et très pacifique. Poésie kabyle ancienne, ça ne provoque personne. Mais voilà, justement, puisque la thématique touche l'expression d'un peuple, enfin l'outil, le moyen d'expression d'un peuple, la poésie, et deuxièmement, kabyle. C'est ça le problème, c'est le fond. C'est que Katb Yassine, tout il y est. Katb Yassine, il a le discours poétique, il doit rivaliser tous les discours naissants, religieux et politiques. Le danger est là justement, quand un poète, un écrivain, un artiste, en général, exprime ce qu'il pense, le danger qui devrait être le danger lorsqu'il essaie de transmettre.
lorsqu'il essaie de transmettre le message. Justement, Saïd Moukabel, parmi qui la phrase que les interviews de Monica Bergman, et justement la tragédie de l'Algérie, les années rouges, la couleur de Sneak. Justement, ils ont tué les gens qui ont le pouvoir de transmettre une idée, transmettre un rêve, puisqu'ils sont la bêtise humaine, les pouvoirs qui font pression sur le peuple, ils refusent même de rêver, puisqu'un artiste est un rêveur. Quand tu dessines un tableau, quand tu empêches un poète d'écrire un poème, à lire un passage dans le roman, c'est déjà empêcher un rêve. Donc, les écrits, c'est universel, c'est garanti universellement, la liberté d'expression, mais malheureusement, il y a une réalité amère qui est le déni, la liberté d'expression et la citoyenneté comme déni social et politique. On l'a vécu, on le connaît, mais ça nous a encore, avec le danger de Namkaran, puisque c'est vrai, on touche le rouge. On a franchi le Rubicon déjà. C'est le danger, l'aide de menaces encore plus atroces. Il y a des acharnements plus féroces contre toute libre expression. C'est vrai qu'on a reculé. Donc, les cas, c'est la conséquence de la répression que j'étais au quotidien le matin, avant sa suspension, c'est 2004. Ce matin, carrément la presse nationale, mis à part quelques interviews, quelques contributions. Bien, on dit le TONC, on n'a pas appliqué, l'État algérien, le TONC, il n'a pas appliqué la séparation des pouvoirs. Il dit Bouchard de Montesquieu, de l'esprit des lois, علم باللي مازال دايرين la confusion totale. Et là, chaque pouvoir دايرين مكانس. زرات ولا يكوني كي تهضروا تاكلوا. Le pouvoir, justement, exécutif, il est là, il s'immisce, il fait son ingérence avec le pouvoir judiciaire. Donc, il nous faut une véritable séparation du pouvoir. Et bien, j'ai dit, la véritable démocratie, la seule et unique garante de la citoyenneté et de la liberté d'expression. Merci beaucoup. Ça a été d'avoir fait le tour. Donc, maintenant que tous nos invités ont exprimé un peu leur vision de la chose selon leur profession, leur militantisme. Donc, nous allons vous donner la parole, mais je voudrais qu'on recentre le débat sur la problématique de la citoyenneté, surtout avec l'actualité, comment il y a des propositions qui ont émané de nos amis, de nos invités, par exemple, comment aller vers la convergence, comment tisser cette toile de solidarité. Parce que l'objectif finalement, c'est ça, c'est de capitaliser un peu notre expérience du 29 juillet 2017 pour pouvoir avancer. Parce qu'on a constaté que de juillet 2017 à juillet 2018, nous avons bataillé, mais nous n'avons pas encore tracé un chemin clair comment lutter. Donc la parole est à vous pour aller dans ce sens et poser des questions. Oui, madame.